Si vous ne savez pas encore ce que vous allez manger ce soir, peut-être que nos invités vont vous proposer quelques idées. Ils sont champions dans leur catégorie. Et leur catégorie, c'est la pizza. Et c'est dans Gadiam Réunionnais. Alors, on va présenter ces messieurs. On va commencer par Joël Gauvin. Bonsoir. Bonsoir. Davy Virapin, bonsoir. Bonsoir. Alessandro Lampis, chef italien Saint-Leu, bonsoir. Bonsoir, merci. Et Nicolas Salé, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous, votre savoir-faire, c'est la pizza. Une question, comment ça se fait? Alors, il y a un italien, à la rigueur, je pourrais dire que je comprends. Et pour les autres, qu'est-ce qui vous a amené à tomber dedans? Qu'est-ce qui vous a fait tomber dans la pizza? Personnellement, c'était d'abord une histoire. J'ai rencontré mes patrons, c'est une histoire d'affinité. D'accord. Et j'avais déjà un certain lien avec la cuisine par rapport à mes parents. Et aujourd'hui, je peux associer les deux. Ma passion de la cuisine et de la pizza à travers mon travail et les championnats. D'accord, pour les autres, et Joël? Moi, c'est en fait la passion et la satisfaction d'un travail bien fait en fait. J'avais déjà la pizzeria et on a pris un virage dès 2013 justement pour voir ce qui se passait en termes de savoir-faire et tout. On a fait des formations, j'ai enchaîné sur les championnats et tout est venu petit, voilà quoi. On a tout fait, ça s'est bien passé. Mais pour moi, c'était une reconversion professionnelle. Donc du coup, j'avais une passion pour la cuisine, mais dans laquelle je ne savais pas. Du coup, j'avais fait une étude de marché en rapprochant plus sur les pizzas. Et après, je suis allé me former sur une école au Centaure à La Réunion, qui était au premier niveau, mais qui était une formation basique. Et donc après, je me suis approfondi un petit peu plus sur la pizza et l'empattement vraiment italienne. Et que cette école se situe à Saint-Pierre, l'école Manzel Pizza à Tirigoro. La question, et j'espère ne faire injure à personne, Alessandro, surtout pas aux Italiens, surtout pas sur ce plateau, on évitera les incidents diplomatiques pour l'instant. La pizza, c'est vraiment de la cuisine? Mais oui, absolument. Surtout aujourd'hui, c'est de plus en plus l'engagement des pizzaiolos vers la pizza de qualité. Et on a compris que dans les pizzerias, il y avait des limites d'équipement, surtout, bien sûr, parce que normalement, dans la pizzeria, il n'y a que le four pour la cuisson. Et pas tous les ingrédients, forcément, on s'adapte. Le mieux, c'est de les cuire au four. Et c'est comme ça que les pizzerias, on a cherché de plus en plus la collaboration et la participation des chefs de cuisine pour améliorer la qualité des produits pour dresser ces pizzas. Et c'est comme ça que je pense qu'il a commencé la collaboration entre les pizzaiolos et les chefs de cuisine. Ça, c'est en général. En plus, la Réunion, c'est plutôt jeune. La chose, c'est plutôt récent. Je veux dire, ça fait 4 ans qu'on travaille à ces projets d'engagement, moi personnel, à côté des pizzaiolos pour mettre à disposition tout ce qu'on connaît, toutes les techniques de cuisine modernes et pas modernes pour améliorer les produits servis et pour servir les meilleurs produits possibles à les clients. Alors, la pizza au départ, c'est de la pâte, de la sauce de tomate, du fromage, après le champignon. C'est quelque chose de très simple. On peut dire la pizza, c'est considéré, bien sûr, normalement, les plats emblématiques italiens, bien sûr, et surtout de la ville de Napoli, où il y a la vraie tradition de la pizza. Et là-bas encore, c'est vu comme quelque chose de très populaire, et que ça coûte pas cher. On peut considérer qu'en Italie, un pizza margherita chez les grands pizzaiolos, ça coûte autour de 4 € à peu près, était toujours encore considéré quelque chose de très simple. Quand on dit margherita, on précise bien, donc ça c'est la pâte, la sauce de tomate. Un bon sauce tomate, c'est possible du tomate italien. Ouais. Et en Italie, nous on n'utilise pas de fromage, nous on utilise de la mozzarella. D'accord. C'est ça. Ça c'est au départ, c'est ça la pizza. Oui, finalement. basilic, un filet d'huile d'olive. C'est D'accord. quelque chose de très très simple. C'est quelque chose qui c'est vraiment ancestral dans la culture Et italienne. là, c'est un aliment nourrissant. Il n'y a pas trop de graisse, il y a pas trop il y a du très féculent, des légumes et puis du fromage. C'était quelque chose qui était dans la possibilité de tout le monde à l'époque. Parce que la tomate, on la trouvait très facilement. Quelques feuilles de basilic, dans tous les balcons italiens, on peut trouver. Et les huiles d'olive étaient quelque chose qu'on faisait maison à l'époque. Je veux dire, étaient tous des ingrédients vraiment très populaires. Ça coûtait même pas cher. Comment on devient champion du monde? Non, je sais pas encore. On essaiera cette année. Pour vous trois, cette culture de la pizza, comment vous la vivez tous les jours? Alors du coup, moi j'aimerais
dire qu'à La Réunion, c'est très métissé, très folklorique. Donc, on retrouve un peu de tout. Et nous, on a choisi, je pense que... C'est quoi pour Davy une vraie pizza? Une vraie pizza, c'est ce qu'il vient de dire. Alors, nous, on a choisi de travailler avec une bonne farine, mais sur un protocole d'empattement professionnel, sachant que la pâte, elle mature minimum 24 heures au frais. Et on sélectionne quand même une bonne sauce tomate et de la mozza. Donc, à la base, une margarita chez nous, elle doit être bien. C'est pareil pour vous? Pour vous deux? En fait, pour moi, c'est pareil. C'est la sélection des produits qui a fait que. Et puis la manière de travailler aussi la pizza. Parce que comme il disait, c'était en fait plus qu'on va choisir des éléments matières premières très importants, mieux que la pizza sera de bonne qualité. Donc il faut choisir matière première déjà une bonne farine. Qui dit une bonne farine, bonne sauce tomate. Alors, c'est quoi une bonne farine? En fait, une bonne farine, c'est-à-dire c'est que nous, on est à la recherche, surtout les pizzaiolos, on est à la recherche d'une farine vraiment pour pouvoir l'étaler à la main. C'est-à-dire il y a une fiche technique à respecter sur cette farine pour qu'on puisse travailler et surtout sur la force de cette farine. Alors, j'aimerais juste que vous montriez les deux pizzas que vous avez posées sur la table à la caméra qui est face à vous, si vous voulez bien le faire face à vous. Regardez vos caméras devant vous. Non, restez assis. Faites, juste soulevez le caméra, Alexandre. Voilà. Montrez à la caméra. Ouais, c'est juste la base, ça. Ouais, juste la base, voilà. Juste montrer. Ça c'est une pizza. Bon, votre caméra, il est en face de vous. Celle-là. Voilà, si la caméra peut bien me montrer, voilà. Soulevez un peu plus. Ouais, bien sûr. Soulevez Ça, un peu c'est plus. juste un... Voilà. Ça, c'est juste un... En fait, voilà. Ça, c'est une pizza. Une pizza. Ça, c'est un pizza, oui, bien sûr. C'est un pizza qui est bien. C'était cuit à la minute d'un pizzerier qui est sortant bien chaud d'un four à bois. Était sûrement plus joli aussi. Je veux dire, On va dire que là, d'un plateau télé, on fait avec. Ça, c'est une pizza à quoi? Non, Ça, là, en fait, ça, c'est juste la base. Et là, après, on va on va d'accord. faire On a un pensé- montage. Donc, déjà c'est- pour avoir un aspect visuel de ce que De ça la donne, en forme. fait. D'accord. De toute façon, on peut voir déjà qu'il y a Un trottoir. les bords qui s'est tout à fait développé. Alors- Et à la découpe, il sera bien alvéolé aussi. Ma question, c'est quoi une bonne pâte de pizza? Est-ce que Nicolas peut bien soulever cette pizza et montrer à la caméra qui est face à lui? Prenez la pizza dans la main. Prenez la pizza dans la main et montrez à la caméra. On va juste qu'on montre. Voilà. Restez comme ça. Voilà, l'image est excellente. Voilà. Ça, c'est la pâte. Est-ce que c'est ça une bonne pâte à pizza? Bien sûr, une bonne pâte à pizza, de toute façon, je pense qu'on revient toujours au même fondement. C'est voilà, une farine de qualité, un étalage à la main, un savoir-faire avant tout. Et ce qui fait la différence, c'est vraiment la qualité des produits et l'amour qu'on va y porter. Alors la question à vous quatre. Alors qu'est-ce qu'on doit dire de ces pâtes de pizza qu'on trouve parfois qui sont tellement minces, parfois qui sont très dures? Alors c'est ça de la pizza ou c'est quelque chose Du qui se business. rapproche? Ça, c'est la pizza business, que c'est un petit peu, on trouve un petit peu dans tous les domaines, surtout du snacking. La pizza, c'est considéré quelque chose de très simple à faire. Dans la plupart des gens, on pense que ça suffit de mélanger un petit peu de farine, un petit peu d'eau et ajouter un petit peu de levure pour avoir une pizza. C'est pas tout à fait comme ça, absolument. Il y a un vrai travail. Le métier d'un pizzaiolo, c'est un métier dur. Et surtout, il faut considérer qu'un pizzaiolo, pour rester un pizzaiolo moderne et qui fait de la qualité, aujourd'hui, il dépense beaucoup de temps pour ses formations et surtout beaucoup d'argent. Parce que les formations, ça coûte cher en plus et ça prend énormément de temps. Et ça, je trouve que c'est l'engagement de ces groupes de pizzaiolos représentés aussi aujourd'hui par mes collègues, aussi des autres qu'on n'a pas la chance d'être avec nous aujourd'hui, qui sont en pleine préparation des championnats. Et ils se sont engagés vraiment à se former en continuation. Il y a Thierry qui part tous les années avec Valérie pour se former chez les moulins, qui est un vrai technicien de la farine. Il faut connaître vraiment tous les processus chimiques aussi qu'on passe dans la pousse de l'épâton et bien sûr dans ses maturations aussi. Il y a une vraie connaissance. Et aussi bien sûr sur les techniques après des cuisines pour avoir un bon produit aussi à mettre sur notre pizza. On arrive à la moitié de la partie de votre partie. Alors je vais vous demander de décorer vos pizzas et on va continuer à discuter. Et là je vais te poser la question à Joël Gauvin. Là, est-ce que c'est quelque chose je dirais, de naturel aujourd'hui quand on voit que finalement c'est ce qui se fait à La Réunion s'adapte aux produits de La Réunion. Est-ce qu'une pizza bouchon, ça reste une pizza? Est-ce que pizza bread chouchou, pizza bread cela, est-ce que ça reste une pizza?
Par contre, je vais demander à David de s'asseoir parce que j'aimerais qu'on puisse avoir la caméra. Merci. Oui, c'est vrai qu'à La Réunion, on a eu une culture vraiment différente aussi des pizzas. C'est vrai qu'on voit un peu de tout, une pizza boudin, une pizza bouchon, Pizza orgueil saucisse. les gars, saucisses, tout ça. C'est vrai. C'est une culture, il y a la demande, c'est vrai qu'il y a une demande, mais il faut savoir aussi s'arrêter à rester vraiment... Je ne vais pas plagier ou paraphraser plutôt Daniel Waro, mais là, il n'a pas pour cascogne notre histoire là. Oui, aussi. Un petit peu. Peut-être. Aussi, il faut pas trop mélanger, rester dans la tradition, par exemple, rayonnaise, le créole, par exemple, vraiment repas. Repas, c'est les repas et la pizza, c'est la pizza. Ne pas trop, Voilà. mélanger les Trop choses. mélanger les choses. Ouais. Tout à fait. Et quelque part, c'est quand vous, professionnel de la pizza, vous voyez ça, vous pensez à quoi? Ça vous fait quoi? De voir que on met parfois du Nutella sur une pizza, on met des frites, on met du jambon, on met tout ce qui leur passe par la tête, ils mettent sur la pizza. Après, les autres qui font ça, c'est qu'ils ont la demande, donc ils le font. Et moi, on fera jamais ce groupe-là, on fera jamais un truc comme ça. Il faudra vraiment travailler sur ces produits. Et plus on travaille sur ces produits vraiment de qualité, ça sera beaucoup mieux. D'accord. Là, c'est comme ça, c'est là la pizza C'est très simple, c'est quelque chose qu'on a adapté bien sûr à notre possibilité d'aujourd'hui. de pencher un petit peu face à la caméra. Ouais, alors, mettre comme Non, ça, non, de soulever encore un peu, c'est encore un bon. peu. Voilà. Comme ça. Penchez un petit peu plus. comme ça. Pour qu'on voit. Non, on le voit pas là. On Non, va essayer de l'autre côté. Non, la caméra est là. Ah bon, alors, je vais faire comme ça. Je suis pas habitué. Faut juste le soulever un peu plus pour lui. Hein. Et ça va, voilà. Non, on va pas. Donnez, je vais faire. Donnez, je vais Tiens, faire. c'est bon. Non, mais je vais montrer. Je suis pas... Ça va être plus simple. Alors, juste attends la caméra. Qu'est-ce qu'il y a dessus là? Alors, on voilà. a fait Alors, on va juste se montrer, voilà. en version révisitée, bien sûr, de la carbonara. On a D'accord. utilisé les mêmes ingrédients. On a choisi Et qu'est-ce qu'il y a dessus? C'est de la viande, ça ou Ça, oui, c'est de la joue de porc. Qui chez nous, on Ah, d'accord. s'appelle guanciale, bien sûr. Ouais. Et c'est avec ça qu'on fait. Je vais pas trop le pencher parce que sinon ça va couler. Ouais, Ouais, c'est- bien sûr. Voilà. Et Voilà. par contre, l'autre, si Nicolas peut le montrer, ça serait bien aussi. Hop. Je pense que c'est joli. Les fleurs se mangent aussi également. Tout à fait. Nicolas C'est Comestible clair. avec Voilà. des feuilles de vigne. Donc, Non, il faut le lever encore un peu plus. Encore c'est un peu bon plus. Encore. Lever. Hop. Encore, voilà. Là, vous avez donc les tomates, le saucisson. c'est quoi, Joël? En fait, Spianata. voilà, c'est une spianata calabraise qui vient directement de l'Italie. Ouais, c'est ça en fait. Et avec un fondu de fromage. Attends, on va montrer après. Vas-y, continue. Avec un fondu de fromage Piton Maido de la D'accord. Réunion et poivre pays. Ouais. Et avec de la mozzarella et des tomates cerises. pays D'accord. aussi. David va montrer le saucisson à sa caméra qui est ici. Voilà, c'est levez encore un Spianata. peu. Voilà. C'est good, c'est de quoi? Ça, c'est la Spianata Calabra qui vient d'Italie, qu'on a fait commander directement par notre fournisseur local D'accord. et qui livre ça spécialement à notre demande en fait. Donc, en fait, Et là, j'aimerais vraiment appuyer sur le fait que on a un investissement sur le four, sur le froid, sur les formations, dans la recherche et qu'en fait on fait vraiment ça par passion, on aime parce qu'on sert aussi à notre famille, à nos parents et c'est vraiment le but de retransmettre toute la passion dans une pizza. Regardez comment elles sont belles là et voilà quoi. En plus elles sont très digestes. Mais est-ce que le créole qui est habitué, enfin je parle du créole qui est habitué à manger son riz, son grain et son curry, est-ce que lui qui a besoin toujours de se caler avec ça, est-ce que ça peut lui remplir l'estomac et à satiété? bah, la pizza, c'est avant tout. Il faut arrêter d'associer, on va dire, la pizza au côté malbouffe aujourd'hui. Ce qu'on essaye de Non, faire, je dis pas que c'est malbouffe. Ouais. Je dis est-ce que quand on est habitué C'est de suffisant. manger, C'est- voilà, Mais- habitué de manger du riz, du grain et un curry, Oui. est-ce que ça va le caler? on retrouve voilà. dans une pizza tous les ingrédients qui sont nécessaires D'accord. à être rassasié avec la pâte à pizza, la sauce D'accord. tomate, le fromage, de la viande, des légumes. La pizza aujourd'hui, c'est quelque chose qui est équilibré et D'accord. qui est parfait pour un repas. C'est un repas complet. C'est un Juste à repas dire, complet. Nicolas, il n'y a pas de discrimination à l'alimentation? Non, bien sûr que surtout- non. Surtout pas. Mais c'est vrai que nous, enfin, moi j'ai pu constater sur Saint-Benoît surtout, il disait que les pâtes à pizza, en fait, ils donnaient à tout le monde un peu mal au ventre auparavant. Ouais. C'est que c'est vrai. Parce que on a pu, après ma formation chez Manzel Pizza, on voyait très bien que les maturations de pâtes c'est très important. Plus que l'heure de repos, plus que la pâte sera digeste et moelleuse en bouche. Donc on va retrouver une pizza croustillante à la cuisson
et aussi digeste pour nos clients. Et puis, je pense aussi que c'est une question d'habitude. C'est pour ça que j'avais posé la question. C'est aussi une question d'habitude. Quelqu'un qui est habitué à manger son riz ou son pain, manger une pizza, c'est pas sûr que ça va C'est pour ça qu'il faut acheter 2. Comme ça, la pizza, il va tout simplement. Tout à fait. Bravo. J'ai pas pensé à ça. Justement. Alors, tout à l'heure, on parlait d'un concours. C'est quoi ce concours? Oui, il y a aussi, on s'inscrit aussi dans une démarche de représenter l'image de La Réunion sur les concours, que ce soit à La Réunion, en métropole, en Italie ou en Australie sur les championnats mondiaux comme en métropole. Et on va bientôt partir. Donc on a monté une équipe Réunion. C'est quand vous partez? On prend l'avion le 1er et le championnat de France, ça sera le 4 et le 5 à Paris. Voilà, donc on est plusieurs Réunionnais C'est une délégation de combien? Une délégation de combien? On est à 7 7 ou 8 personnes. Voilà. 7, 8? Ah. D'accord. De différents endroits sur l'île qui ont participé aux qualifications pour le championnat de La Réunion, qui vont représenter La Réunion au championnat de France, et une partie de l'équipe va aussi partir en Italie sur le championnat du monde. D'accord. Voilà. Et vous partez où? Moi, je fais les deux. Les deux. Mais bien sûr, en tant qu'Italienne, j'emmènerai. C'est sur quelle région d'Italie? C'est sur Parme. C'est au milieu de l'Italie. C'est le championnat plus réputé au monde. Pour ça que ça concerne la pizza. On aura à peu près 600 participants qui arriveront vraiment dans tous les pays du monde. C'est un championnat très technique, très difficile, dans lequel La Réunion elle a déjà marqué des points dans le 2015, dès qu'on a participé avec Thierry Gouraud. Il a fait 6e place au monde en pizza classique, qui c'est la catégorie la plus difficile, la plus réputée, et surtout était le meilleur français de l'année. C'est-à-dire que aujourd'hui, quand on parle des pizzas qualité en France, on jette un œil dans l'océan Indien. Alors, ce que je vous propose, c'est que lorsque vous revenez, vous nous rappelez, et puis on vous réinvite, et à ce moment-là, vous reviendrez avec les pizzas qui vous auraient amené au plus haut niveau. Ce qui est certain, c'est qu'on va essayer de représenter au maximum La Réunion. C'est notre but premier, c'est ça, c'est de vraiment essayer d'exporter. Alors, ça sera donc une pizza rougail saucisse, rougail boucané, Alors, c'est des andouilles. un petit peu, on travaille sur les mêmes bases, on va dire des produits locaux, associés à des produits d'ailleurs pour donner, on va dire, le meilleur de la pizza. Enfin, ce qu'on considère comme... Si je peux, je dois dire, par contre, avec les produits de La Réunion, avec lesquels on a fait notre pizza, on a déjà tenu pas mal de résultats. Je veux dire, Thierry, il a gagné un championnat du monde en Australie dans 2016 avec un pizza que j'ai travaillé avec lui sur la recette et qu'il avait dans ses ingrédients certains produits de La Réunion, mais surtout, était un pizza qu'il avait du café Bourbon Pontu dessus. Et c'était quelque chose de vraiment très malin parce qu'on est arrivé à trouver une très bonne recette, un très bon mariage pour proposer aussi les cafés qui normalement c'est pas du tout un ingrédient que quelqu'un peut imaginer sur une pizza, mais avec ces pizzas on a tenu la jury et on a gagné aussi déjà. On a un champion du monde réunionnais déjà, je veux dire. D'accord. En tout cas, merci à vous quatre. En tout cas, ça a été un plaisir en tout cas de vous accueillir. Donc, je rappelle Joël Gauvin, je rappelle David Virapin, Alessandro, donc Lampis et Nicolas Sadé. Merci à vous quatre. Ça a été un plaisir en tout cas. C'était une fraîcheur d'accueillir des gens qui ont une telle passion de leur profession. C'est vraiment un plaisir de voir aussi la pizza différemment et de le voir aussi comme un aliment complet mais qui n'apporte pas forcément c'est pas en tout cas une malbouffe comme l'a posé tout à l'heure Nicolas Sadé, bien sûr avec un regard froid sur moi en me disant mais vous êtes qui vous? Merci en tout cas à vous. On vous souhaite en tout cas bonne chance pour la compétition. Je vous revois au retour comme ça on avec verra plaisir un petit peu ce qui s'est passé. Vous restez avec moi, je vais juste lancer le sujet suivant dans l'interview tout à l'heure. Vous avez vu dans l'interview présente Ange Andonki, donc qui est directeur du pôle épanouissement de la mairie de la Possession, nous a expliqué que la démarche de sa municipalité donc en matière d'épanouissement humain, et ce depuis 2014, on a vu qu'est-ce qui a été mis en place. Cette fois-ci, Ange Andonki nous parle de ce qui va se passer cette année, quelles politiques et quelles actions seront mises en œuvre pour l'épanouissement des possessionnés. Alors en 2018, sur la politique associative, on va remettre, j'allais dire, le travail sur l'ouvrage, puisqu'on a décidé de redialoguer avec le tissu associatif au sein d'états généraux que l'on souhaite organiser. C'est certainement début juin, je dois encore faire
consolider la date, mais soit le 2, soit le 9 juin. L'idée, c'est de dire, OK, ça fait 4 ans que la ville a relancé une politique associative, a redynamisé ce tissu qui, je crois qu'à l'arrivée en 2014, tournait autour d'une 80 à peu près associations plus ou moins actives. Aujourd'hui, on est à 320. Donc, il y a eu une politique volontariste de développement du tissu associatif. Donc, en 2018, il est important qu'on se pose là-dessus et qu'on dise, OK, on a développé, on a avancé sur ça, ça, ça. On a structuré par la mise en place d'une maison des associations. On a fait le choix de s'engager dans une signature de la charte des engagements avec l'État et aux côtés de 22 autres collectivités de la région. Donc, prenons le temps de discuter avec les 300 associations qui sont enregistrées chez nous pour réactualiser aujourd'hui le besoin. Vers quel besoin doit-on peut-être plus axer. Donc c'est toujours dans cette logique participative. Voilà. Donc ça, le grand rendez-vous pour 2018 sur la vie associative, c'est ces états généraux de la vie associative qui vont nous permettre peut-être de relancer une réponse peut-être plus qualitative, entre guillemets, sur la fin du mandat, voire plus. Sur le sport, on est sur une chose qui est importante, c'est une visibilité sur un certain nombre d'investissements importants. C'est le complexe sportif Valentin Abral, encore Magloire, qui au-delà d'être un complexe sportif multisport, sport, pétanque, je crois qu'il y a un beach tennis notamment, doit s'avérer être aussi un équipement d'animation, notamment de ce quartier. Donc il faut mixer pratique sportive et animation du territoire. Donc ça, l'équipement a mis un peu de temps du fait de difficultés avec quelques entrepreneurs, mais on est en phase de livraison terminale et donc d'ouverture avec un projet à consolider sur le fonctionnement. Donc le grand rendez-vous des sports, c'est notamment entre autres, en tout cas, c'est la livraison de cet équipement. Voilà. Et puis évidemment sur l'animation des quartiers, je voulais évoquer tout à l'heure, c'est l'ouverture du premier centre social géré par une commune sur l'île, en l'occurrence le centre social, pour le moment on n'a pas encore le nom, mais il est situé symboliquement comme point d'accueil principal dans le quartier de Moulin-Joly, qui est un quartier qui est apparu avec des difficultés très clairement depuis fin 2014-2015. Donc il y a eu un choix aussi d'aller corriger quelque chose sur ce territoire-là en y installant un équipement qui a vocation à rester dans la durée et qui a une particularité, c'est qu'un centre social, dans les attendus qu'on demande de la CAF, c'est que la structure doit être participative. Donc il doit y avoir des habitants qui doivent être contributeurs de son fonctionnement. Donc c'est le cas, on a créé un comité de maison dans lequel il y a des gens du tissu associatif, il y a des gens du conseil citoyen du quartier de Saint-Laurent, puisque le centre social intègre un périmètre dans lequel il y a le quartier politique de la ville. Voilà. Et puis on a aussi des habitants, plus des institutionnels dans ce comité de maison qui va veiller à la gouvernance de cet équipement. Donc ça, c'est un agrément qui est en cours de demande auprès de la CAF. Et donc 2018, si tout se passe bien, pareil, au mois de juin, on devrait avoir obtenu cet agrément et éventuellement donc inaugurer cet équipement. Voilà, donc ça c'est les trois rendez-vous pour la plupart qui se situent dans le premier semestre de l'année 2018. Retour sur le plateau, et cette fois-ci, nous accueillons quelqu'un qui connaît déjà un petit peu la maison, puisque nous recevons Christian Kishnapanaïdou. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on va encore parler d'Objets longtemps, et surtout on va parler de ce livre qui est sorti, Objets longtemps, donc avec, j'allais dire, dedans il y a également le cousin, je crois. Il y a le cousin, oui, Eric. Oui, Eric également dedans. Et je rends hommage aussi, bien sûr, son papa, qui est mon tonton, Marc Kishnapanaïdou. Marc Kishnapanaïdou, qui est donc, j'allais dire, donc, chercheur, anthropologue, qui était archéologue. Président du GRATER, groupe de recherche sur l'archéologie et l'histoire de la terre rayonnaise. Oui. Et en tout cas, vous êtes la famille, en tout cas, dans les pas de Marc. Les objets longtemps, aujourd'hui, on voit que ça passionne de plus en plus. On voit des gens qui essayent de retrouver
la grecque longtemps, le fer qu'il y avait dans les pieds des esclaves, ça, on le retrouve pas aussi facilement que ça. Ou alors, si on connaît un ancien forgeron, ça peut toujours servir. Qu'est-ce que Christian Chapelaïdou a voulu mettre dans ce livre? Alors, j'ai voulu justement sortir ce livre. En fin de compte, on devait sortir un livre un petit peu plus épais, avec plusieurs objets, au moins 80 à 100 objets dedans. Mais là, on a préféré sortir un guide. Voilà, un seul tome 1. On souhaite plus tard après sortir le tome 2, etc., comme il y a pas mal d'objets. Et c'est vrai, c'est plus pratique ce format-là. Donc, surtout pour les marmailles à l'école, parce que ce sera un outil, bien sûr, important, comme il intervient souvent dans les écoles. Et donc, ça va servir à ça, ces objets qu'on connaît pour certains, pour nos anciens, et que pour les jeunes, bien sûr, ils vont découvrir comment c'était avant. Et à travers l'objet, je raconte l'histoire de la Réunion, parce que c'est vraiment le patrimoine, c'est le patrimoine immatériel, mais aussi à quel immatériel. âge je dois commencer à ramasser un peu les bonnes... En fin de compte, c'est bien sûr depuis l'enfance, depuis l'âge à peu près 12-13 ans, peut-être plus jeune, mais sans connaître, en fin de compte. On met des objets de côté. Moi, j'avais tendance parce que j'étais avec une arrière-grand-mère aussi, quand ma sœur est partie justement sur Saint-Denis, moi comme j'habitais à Saint-Pierre, et c'est moi en fin de compte après elle est restée avec elle. Donc une personne qui est devenue aveugle par la suite, qui marchait avec son bâton en bois de goyave, qu'elle est toujours là, et elle avait sa malle, tu mets pas le linge, donne à moi, mais tu mets dans des malles parce qu'elle voyageait souvent, et donc c'est moi qui t'occupe elle. Voilà. Et après par la suite, elle commence à mettre tout ça de côté. Son vieux catéchisme, qui n'a plus de 100 ans, en noir et blanc, et son bâton, bien sûr, son chapelet, des photos en noir et blanc, et c'est comme ça, plus tard on a compris que chaque objet il avait une histoire, et c'est à partir de là, quand on est parti en France, c'est là qu'on, comme dit, on est un petit peu déraciné, c'est là qu'on comprend un petit peu les valeurs que l'ENA de l'histoire de la Réunion, et que ce soit le culinaire, que ce soit la musique. Voilà, donc à travers ça, on a compris que l'objet n'a vraiment une force, n'a vraiment des valeurs. Et quand le retour, comme on est revenu à La Réunion, elle est venue de plus en plus vraiment une passion de mettre ces objets-là de côté et de partir sur les brocantes. Et bien sûr, beaucoup de gens là-dedans à moi et trouver beaucoup sur les trottoirs aussi. Et ça, c'est un fait que il y a un moment donné, le créole, le réunionnais a voulu se débarrasser un petit peu de ces vieilles... Parce que la passée de l'électricité à de l'eau courante à la maison. Et donc tout ça après à certains moments on met de côté. On va dire que les années 70-80 voilà. C'est les débuts de cette société de consommation. Je dirais que l'année de Bré, je veux dire les années 60 quand on a commencé SIDR, HHLMR et tout ça, hein, donc les constructions dures, ce que là quand on rentre là-dedans on dit il y en a beaucoup qui ne connaissent pas comment vivre là-dedans aussi. Parce qu'ils avaient des petits cases à terre, ils avaient des petits parcs cochons, des petits parcs de volailles, etc. À ce moment-là, le Banal avait encore d'autres faire passer avec charbon, on avait encore bien sûr, le café, le réchaud à pétrole, etc. Ouais. Voilà. Mais le symbolisme, ça reste quand même cette grande surface dans le chaudron. Oui. Là où tout le monde est venu après acheter son café... Son moulin à café électrique, son moulin à café, etc. Son fer à repasser. Bien sûr. Tout ça, c'est... Que l'a évolué. Parce que l'électricité, comme on a dit, est arrivée, l'eau courante est dans la maison. Le frigidaire. La cuisine, le frigidaire. Il faut stocker tout ça. La cuisine n'était plus à notre côté. Bien sûr. La cuisine, maintenant, était dépendance. Dans la case. On appelle ça dépendance, à côté. Vous connaissez pourquoi elle avait dépendance avant, la cuisine? Oui, mais voilà. C'est parce que je suis tout pour le feu. Il fallait faire attention. Voilà. Juste pour rappeler pourquoi avant... Il avait la case et puis il avait la cuisine à côté, parce que lorsque la cuisine prenait feu, au moins la case était protégée. Exactement, voilà. C'était ça l'origine du fait. Après, finalement, c'est vrai, avec le temps, la cuisine a été collée avec le reste. Voilà, donc, elle a évolué. Autre chose encore que la collée avec le reste, c'est les toilettes, les sanitaires. Oui, bien sûr. Avant, c'était loin de la case. Que les gens, vous autres, même t'es fait avec plusieurs, le membre de la famille, t'es fouillé, tout ça, c'est vrai. Voilà, Tinette, t'appelles ça Tinette aussi. Donc, voilà, donc tout ça. Voilà, donc l'évolution l'a fait que le créole a changé aussi, lui. Donc, il dit, l'a instauré, tout ça. Les lois aussi. Et puis, les sanitaires. Et puis, objet de nos parents, c'était pas l'objet facile.
Parce que le café, il fallait moudali à la main. Oui, c'est beaucoup d'étapes. Il fallait griller le café, Bien sûr, il fallait moudre le café, bah oui, il fallait mettre dans la graine pour faire couler. Et déjà cueillir le café. Ouais. Parce que, comme explique ça Ben Mahama à l'école, là, que c'est ça qui déroule, en fin de compte, l'histoire du peuplement à travers ça, l'esclavage. Pourquoi il y a eu l'esclavage? Pourquoi les esclaves sont venus ici? Parce qu'il fallait cueillir le café. Et le café, jusqu'à maintenant, il cueille toujours à la main. Il cueille rouge. Quand les rouges. Mûr. Et une chose aussi que le Réunionnais ignore parfois, c'est que notre histoire à nous, est vraiment liée à l'histoire du monde. Quand la France a décidé de préférer le café du Brésil Oui. au café de la Réunion, c'est ça qui fait Mais que c'est ça aussi. on a arrêté de faire le C'est café ça à qu'a la arrêté Réunion. aussi, Ouais. et il a passé à la canne à sucre. À canne à sucre. Voilà. Donc cette période de l'esclavage, elle a passé ensuite la période de l'engagisme. Voilà. Et pour bien montrer que la Réunion a vraiment été une colonie dans la forme, c'est-à-dire qu'il devait nourrir la France en sucre. Bien sûr, ouais, c'est ça. Devait donc alimenter la France en Exactement, sucre. voilà. Et c'est ça aussi qui fait que nous, elle n'avait plus besoin de Le café. Le café, voilà, c'est pareil. Après, il y a eu cette concurrence, bien sûr, du Brésil. Et pourtant, le café était le meilleur au monde. Et donc, aussi, il y a eu la période aussi cyclonique. Donc, c'était ça aussi la deuxième partie aussi, que vraiment, tu ne tiens pas dans le sol. Donc, c'est pas ça, après, la passer à la canne à sucre, qui est vraiment plus résistant au cyclone. Voilà. Donc, c'est... Quand il vient dans les écoles, là, il découvre ça, alors que moi, je ne suis pas enseignant. Je suis juste qu'un passionné qui raconte l'histoire. Oui, mais à travers ça, il découvre l'histoire de la Réunion. Christian, on est sur la même posture depuis des décennies, c'est-à-dire que notre histoire de la Réunion n'est pas enseignée en classe. Exactement. C'est l'histoire de France. Elle a été occultée. Voilà. On dit que nos ancêtres sont des Gaulois. Ouais. Et on ne nous dit pas que nos ancêtres sont malgaches, Indiens, chinois, etc. Métropolitains aussi. Bien sûr. Métropolitains également. On ne dit pas, on dit pas ça aux enfants. On ne dit pas ce métissage. On ne dit pas ces étapes, comme je dis tout à l'heure, l'esclavage, l'engagisme, le colonialisme, etc. Et la départementalisation. C'est 4 étapes importantes. Pourquoi on n'explique pas ça à l'école? À travers ça, c'est comme ça qu'on va connaître notre histoire. Et dire que moi, je fais ça depuis cette année, ça fait 19 ans que je fais ça. Et il est le seul qui ça va dans l'île avec mon véhicule, qui déballe les objets et qui explique. Mercredi, je dois faire au lycée Le Comte de Lille à Saint-Louis. Voilà, donc ces enseignants m'appellent. Ils me disent, monsieur, viens parce qu'on en a besoin parce que nous avons besoin du concret, on a besoin des outils pour faire comprendre à nos jeunes, à nos mamans, que demain, je vais connaître un petit peu notre histoire à travers ça. Pourquoi ils ne mettent pas ça dans les écoles? Quoi ça y attendent? Bon, là, il y a eu quand même du progrès. Là, il y a eu quand même pas mal de livres sortis grâce à des personnes comme Sudel Fuma, notre regretté Sudel Fuma, et bien sûr, Prosper et les autres, historiens, etc., qui continuent à faire des conférences, débats et tout ça sur l'histoire de la Réunion. Et bien sûr, des associations comme moi, des passionnés qui essayent de valoriser notre patrimoine à la Réunion. Et quand on va, pour ceux qui auront la chance d'avoir ce livre dans les mains, vous verrez que chaque objet a une histoire, chaque objet raconte une histoire. On va le prendre par exemple, le fameux, la brosse coco et l'encaustique, si on peut voir. Voilà, la brosse coco et l'encaustique. Bon, pour ceux qui ont brossé la case et passé l'encaustique, c'est peut-être pas un très bon souvenir non plus. Oui, mais il a beaucoup de succès. Quand chaque fois je fais des expositions, Journée patrimoine, Semaine créole et autres, 20 décembre, quand les sur la table, les gens ils passent, à chaque fois ils racontent cette histoire. Parce que ça a une histoire. Voilà. C'est propre histoire. Et chaque histoire parfois est différente parce que ça va raconter différemment. On avait le petit tourne dit que t'es tourne, en même temps il dit comme ça t'es danse. Pourquoi dans cette petite cadence là, ça joue un peu, le pied sur la brosse et tes brosses, voilà. Donc chacun y raconte des histoires à travers l'objet. Et puis il fallait trouver du plaisir à faire ça parce que quand on a 10-12 ans, il dit ça passe la brosse coco. Et c'était les garçons et les filles, t'es fait. Et les deux. Ouais. Voilà. Donc. Et après, où t'es gay pas rentrer comme il faut dans la case, faut mettre patin et encore, voilà. Donc tout ça. C'était l'époque des claques qui volaient parce que si on oubliait le patin, on prenait la claque. Exactement. Et si on trouvait pas sur le béton. Et ce petit salon-là, t'es réservé surtout pour les invités. Maman, il te reste dehors. Voilà. Juste rentrer, dire bonjour, mais c'est tout. Ouais. Enfin, c'était réservé pour nous quand tu fallait nettoyer. Voilà, nettoyer, non. Après, nous, c'était autre chose. Ouais. Après, il fallait aller dehors. Ouais. Mais c'est tout ça aussi. Mais je pense que quelque part, c'était une façon de vivre. Et au-delà de ça, me dit toujours il faut rendre hommage à nos ancêtres parce que nos ancêtres la montrent à nous que la protection de l'environnement,
vivre avec son environnement. C'était quelque chose de simple. Le baliénique. À travers ça, on a le recyclage. Il y a quelques années, une enseignante en géographie a voulu passer sa thèse, passer son doctorat. Elle est venue voir moi et on a fait une conférence ensemble. Et elle a invité à moi à la fac pour passer justement son doctorat qui était sur le recyclage, basé sur le recyclage. Oui. Et donc, à travers ça, il y a tellement d'objets qu'elle a été recyclée. Ouais. Automatiquement à l'époque. Non seulement il y avait Bien le sûr. recyclage de ces objets, mais il y avait la vie, tout Bien simplement. sûr, oui. Parce qu'ils n'avaient pas les moyens. Donc, une boîte de conserve qui était débouchée, on ne jetait pas. On faisait une lampe à pétrole avec. C'est une On lampe faisait à une pétrole. râpe, comme une boîte de sardines. Ou c'était la On moque faisait de une l'eau. râpe. La moque Voilà, de l'eau. ou soit la manque de l'eau, comme la moque gaz, Ouais. etc. Ouais. Donc, ça servait pour boire de l'eau, ça servait aussi pour les boîtes de mesure, etc. Et donc, les tapis mendiants, le goni. Et etc. après, on prend une boîte de pulchar, c'est des Rapoco. Oui, c'est ça, c'est ça. C'était la voilà. Coco. Donc moi j'ai une personne âgée qui m'a donné une petite boîte de sardines de la marque, et donc c'est l'ancien modèle, voilà, et qui servait de râpe, voilà, et qui habitait dans un immeuble en plus. Elle a papouillé son petit robot. Et puis aussi, pour dire aussi, le boîte de sardines, il mettait un peu d'alcool dedans, il faisait griller. Oui. Ou soit une petite boîte de à la sardines suite. avec. Il fait une petite voiture avec, on peut chaque côté avec mais le quatre bouchon, bouchons. 4 bouchons, et voilà. Donc, vous voyez, donc il y avait vraiment cette période inventive aussi, c'était le savoir-faire aussi. On n'était voilà. pas, on Et n'était c'était pas le système encore, D, comme on dit. on n'était pas encore dans cette société de consommation. consommation. Et puis, autre recyclage encore, quand on dit nos aînés, nos parents, c'est rien ne se jeter, même au niveau de la nourriture. Ouais. Les C'est vrai, épluchures, c'est vrai. c'était pour les... Oui, bien sûr, les animaux et tout C'est ça, pour le les cochon animaux, et tout ça, dans le parc. tout voilà, se et tout. consommait Bien sûr. dans la On cour. plantait, c'était Ouais. là aussi. C'est pas ça que je dis. Le changement de la case en dur, voilà, en passant, en sortant de la paillote ou soit des cases en bas, l'a changé ce mode de vie. Il a changé ce mode de vie, mais il y a aussi une chose qu'il faut dire, c'est que il y avait aussi cette envie de sortir un peu de cette misère matérielle. Oui, c'est sûr, bien sûr. Il y avait cette envie. Parce que... Il y a cyclonique aussi, il ne faut pas oublier. Les cases, ça va. Ouais. Les tolls, volent. C'est très dangereux. Donc, c'est vrai, il y a le côté positif ici, bien sûr. Ouais. Bien sûr, les gens étaient un peu plus en sécurité. Voilà. Après, il y avait cet apprentissage de vie, de la cohabitation, de proximité de son voisin à côté. Alors qu'on avait cette entente-là. Mais cette entente a changé parce que le créole a toujours tendance à, voilà, si un achète ça, l'autre si, il veut faire pareil. Voilà. Et donc, il a perdu ces valeurs-là. Et c'est vraiment dommage parce qu'on avait cette entente, cet échange qu'il y avait avant. Et on le voit à travers les objets, en fait. La première chose que le Réunionnais a perdu, en fait, les Réunionnais ont perdu, c'est je dirais, la valeur familiale. C'est ça qui a été le premier. Bien sûr, bien sûr. Parce que tout le monde, il y avait un peu comme une tribu. Bien Tout sûr. le monde faisait la case autour et il y avait ce lieu de réunion Dans familiale. les écoles comme ça va, Mispik Ben Mahamay, que m'a fait mercredi, m'y accentue beaucoup là-dessus, la famille, parce qu'à travers ça, moi-même, elle a eu des, comme il dit toujours deux mots, valeurs et repères. On a eu des valeurs que les anciens que la donne à moi, et que m'essaye de faire comprendre tout ça. Et à travers ça, elle a eu des repères dans la vie. Voilà. Donc, elle a eu vraiment, comme je disais, cette entente, ce partage qu'elle avait avant. Et c'est vrai quand un grand monde t'écose, où t'écoutes aller, et il avait un certain respect, un peu comme en Afrique, sous un pied de bois. Il raconte son histoire, il est là pour ça, pour partager l'histoire ancestrale. L'exemple de la vanne, avec la vanne au milieu, avec chacun met son met dedans, Bien sûr. le rond Bien de sûr, la vanne, bien sûr. les discussions autour. Oui, bien sûr, les discussions. Ouais. Et ça, c'est aussi la transmission orale. Et voilà, donc que nos anciens la donnent à nous. Et c'est à travers ça que m'y mettre ça dans ce guide-là. Il est écrit que pour il reste pour Ben Mahamay demain. Voilà. Et à travers ce guide-là, j'espère qu'on aura le tome 2, etc., que pourra avoir d'autres objets. Bien sûr, il y aura les outils, par exemple les métiers longtemps. Et aussi, pourquoi pas, d'autres camarades à moi qui collectionnent sera peut-être aussi à l'intérieur bientôt. Sur la couverture, il y a cette fameuse lampe... La lampe à pétrole, là. La lampe tempête. Enfin, oui, Ouais. on va dire ça. Ouais. Et aujourd'hui, un jeune, je vois mal se balader avec ça, Oui, bien sûr. alors Bien qu'avec sûr. sur son portable, Bien sûr. Ah oui, déjà, oui. il a Ah déjà oui, pas mal de oui, choses, hein. ouais, c'est ça. Mais c'est ça un petit peu l'évolution. Ouais. C'est à travers ça, comme ça va dans les écoles aussi, mais il fait aussi pour plusieurs âges. Les tout petits, il adapte d'accord. en fonction des expositions, d'amener les objets et de voir l'évolution. Voilà, on aura
tel objet que le faire repasser de maintenant et le faire repasser d'avant que les différents. Voilà. Et par rapport à la lampe, pareil, les lumières, les pareil, que là, il y a eu vraiment un changement. Le téléphone, c'est impressionnant. À cadran, que l'a passé maintenant un téléphone qu'on porte, qu'on met dans sa poche. Voilà, c'est un portable. Et donc, on voit vraiment comment, en quelques années, les choses ont beaucoup évolué et c'est pas fini parce que on va vraiment dans l'ère du numérique et donc ça va être vraiment avoir un seul objet qu'on pourra tout faire ensemble. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire de ces objets longtemps? Alors, ces objets longtemps, c'est de pouvoir aller. Moi, c'est mon travail, c'est de pouvoir transmettre au maximum et donc faire comprendre que dans l'histoire, il y a eu une période, il y a eu nos anciens. Si on a eu tout ça aujourd'hui, ce qu'on a aujourd'hui, c'est grâce à eux. Si on avance aujourd'hui, c'est un peu grâce à toutes ces personnes qui ont inventé, qui n'arrêtent pas d'inventer, mais qui va aussi, parce qu'on en avait besoin aussi, que ce soit au niveau de la santé, que ce soit au niveau de l'environnement, de l'habitat et autres. Et donc, il fallait évoluer. Et c'est important d'évoluer, mais ne pas oublier où ça nous sort. Voilà. On va rester sur ces paroles bien sages. En tout cas, Christian Krishnavanaidou, on a l'occasion d'y revenir et j'espère qu'on a l'occasion de revenir régulièrement là-dessus pour parler de ces... Je remercie bien sûr celui qui a fait ce guide magazine HIT de Daniel Robert. Bien sûr, Région Réunion, bien sûr pour le financement, bien sûr c'est important. Et voilà, et bien sûr aux personnes, aux arcs-boutants qui m'a accompagné pendant des années, Marc Champanaidou du Gratter et bien sûr nos grands moons. Voilà. D'accord, en tout cas, merci Christian. Merci. Christian Champanaidou, donc le bouquin Objet longtemps que vous voyez ici, donc qui sort, l'occasion de revoir un petit peu ou alors de faire un retour dans le passé. Nous, on arrive à la fin de cette émission. En tout cas, merci de nous avoir suivis. On espère que vous avez passé un bon moment. On vous souhaite un bon début de soirée sur Télé Créole. En tout cas, je remercie également François et Lahaine donc pour leur collaboration technique à la régie. Moi, je vous dis portez-vous bien. À demain.